vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 23 septembre, c'est l'heure de retrouver comme chaque semaine, on est ensemble pour une heure de sport, une heure de plaisir et aussi, je dois le dire, une heure avec Ingrid. Malheureusement, Ingrid, salut. Salut Hakim, une heure de bonheur. Sommaire. Dis donc, alors au sommaire de cette émission, on commencera bien sûr par l'actualité sportive locale. Alors on évoquera brièvement le sort du SLUC Nancy, du hand et du foot lorrain, mais on consacrera surtout l'essentiel de la rubrique cette semaine à la réception de notre invité Philippe Costet, champion de triathlon, et qui nous fait l'honneur d'être avec nous en studio. On poursuivra ensuite l'émission avec Maxime, qui n'est pas avec nous en studio, mais qui sera en direct, c'est encore mieux, de l'Open de Moselle. Donc Maxime, rappelons-le, qui est le spécialiste tennis de l'émission. Comme d'habitude, Hakim nous proposera ensuite son quiz qui mêlera actu sportive nationale et internationale. Et on clôturera cette émission avec notre traditionnelle page ASNL ainsi que nos pronostics. Cap Sport. Cap Sport, c'est parti. J'ai failli oublier. Cap Sport, actu sportive locale. Alors n'oubliez pas de nous retrouver sur notre page Facebook Cap Sport, CAP, plus loin Sport, ou sur YouTube, sur notre chaîne où nos émissions sont disponibles. Le replay est posté directement dans la soirée à la suite de cette émission. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et surtout à partager. Cap Sport, actu sportive locale. On attaque donc l'actualité sportive locale, Ingrid, avec toi et le basket. Alors quelques mots de basket. Facile victoire mardi soir pour le SLUC Nancy Basket en 16e de finale de la Coupe de France, donc sur le score assez large de 64-80, grâce notamment à Benjamin Sen qui est en pleine forme et qui a été l'auteur de 21 points. Alors rappelons, malgré tout, Corchy est un modeste adversaire, puisqu'il évolue en National 1. Donc désormais, place au championnat, ça commence dès ce soir et le SLUC se déplace à Paris-Levallois, un gros morceau du championnat. Cap Sport, actu sportive locale. Le basket, c'est fait, le handball maintenant avec toi Ingrid. Alors un paradoxe puisque pas de match cette semaine pour le Grand Nancy Métropole Handball et pourtant un point de perdu. Donc en effet, les Nancéens ont écopé cette semaine d'un point de pénalité pour avoir inscrit un joueur non autorisé sur la feuille de match contre Tremblay. En France, le seul match qui a été joué par Nancy, ne m'aide pas Hakim surtout. Non, je te galérer, j'aime bien. En effet, donc Lucas Barthélémy, un tout jeune de 18 ans qui n'avait encore pas passé l'examen cardiaque obligatoire et que le Grand Nancy Métropole Handball a eu la maladresse d'inscrire sur la feuille de match. Donc la commission a infligé un point de pénalité à Nancy. Un comble puisque Barthélémy n'a même pas joué une seule seconde du match. Nancy donc pointe donc à -1 au classement général. Pas la meilleure façon de préparer son déplacement à Billère ce soir. Ça rappelle un petit peu les Nîmois l'an dernier qui commençaient le championnat avec un compte... Des Nîmois que j'ai supporté tout au long de la saison malgré vos moqueries. Toi Ingrid, est-ce que tu as passé ta visite médicale avant de participer à cette émission ? Oui, j'ai été jugée très apte à cette émission de radio. Très apte ? Oui, complètement. Comme quoi tout est possible. Vous nous entendez auditeurs, vous aussi, vous pouvez faire de la radio. Cap Sport, actu sportive locale. Et aussi une large, entre guillemets, une plus large page concernant le football qu'on aime aborder dans cette émission, et notamment la CFA2, avec des matchs qui ont eu lieu donc, le week-end dernier. Ingrid, avec toi, si tu veux bien faire un bref récapitulatif de ces matchs. Après toutes ces amabilités, je vais faire un effort. Alors, oui, le week-end dernier, il y avait une journée de CFA2. Donc Metz s'est imposé 1-0 face à Forbach. Strasbourg s'est imposé 3-0, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, face à la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Lunéville a perdu sur le terrain de Prix-les-Mézières sur le score de 4-3, on y reviendra aussi succinctement. Schiltigheim s'est incliné sur son terrain face à Haguenau sur le score de 1-0. Sarreguemines et Sarre-Union ont fait 1 partout. Pagny a remporté sa première victoire sur le terrain de Ilzach-Modenheim et Pierrot Vauban et Bicham se sont séparés sur le score de 1 partout. Alors juste avant de faire un petit point sur le classement, Ingrid, tu as quelques informations que tu as notées concernant cette journée de championnat. Quelques informations, oui. Un petit zoom sur les équipes qui nous concernent un tout petit peu plus. Oui, donc, la première victoire de Pagny à Modenheim à l'extérieur, donc qui va leur donner plein de confiance pour le match de ce week-end. J'ai noté aussi, avec beaucoup de tristesse, les 4 buts encaissés par mon chouchou Gennaro Brasigliano. Donc rappelons que c'était son premier match avec Lunéville parce qu'il était blessé jusque-là.
Donc voilà, et puis donc il a pris 4 buts. Ils ont marqué 3 buts, mais ils en ont pris 4. Donc à cause de trop nombreuses erreurs individuelles, encore une fois, selon le coach Eric Braun. Le coach Eric Braun et même Gennaro, qu'on aura régulièrement au téléphone aussi dans cette émission, afin de parler de la préparation de ces matchs et de l'évolution du championnat. On a aussi rencontré Gennaro Brasigliano il y a peu de temps. On a discuté un petit peu avec lui. C'est vrai qu'il était très optimiste à l'idée de démarrer ce championnat, Ingrid. Oui, il a été très surpris lui-même et très déçu, hein, parce que même si, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le niveau qu'il a pu connaître, il dit que ça reste un compétiteur, quel que soit le niveau, quel que soit l'enjeu, et que, évidemment, encaisser 4 buts pour un gardien, c'est jamais très agréable. Plaisant. C'est vrai que c'est jamais plaisant. Et la dernière petite information que tu avais notée par rapport à cette journée de championnat, c'était la lourde défaite, un 3-0 de la réserve de Nancy contre la réserve strasbourgeoise. Alors, surprenante, parce qu'on pouvait noter de nombreux pros dans l'équipe de Nancy. 7 ou 8, il me semble. Ouais, et puis pas des moindres, Diarra, Chrétien, pour ne citer que. Voilà, des joueurs qui ont fait partie de l'effectif aussi pour le match de l'équipe première cette semaine en championnat. On va y revenir justement en cette fin d'émission, on reviendra. Il y a des matchs aussi qui vont avoir lieu de CFA2 après ce week-end de coupe. C'est un week-end de coupe cette semaine. On y reviendra bien évidemment la semaine prochaine, même si on aime bien parler plutôt des choses qui vont se passer dans cette émission. On va juste, pour vous prévenir, vous donner aussi les informations qui vous concernent. Samedi, donc le 1er octobre, à 18h, Lunéville recevra Pierre-au-Vauban et les Strasbourgeois. Dimanche 2 octobre à 15h, Nancy, la réserve recevra Ilzach Modenheim et à la même heure, Pagny-sur-Moselle donc recevra Sarreguemines. Cap Sport, actu sportive locale. Alors au niveau DH, cette fois-ci, alors un petit peu plus d'actualité, parce que 2 journées se sont écoulées depuis vendredi dernier, et la dernière fois que nous étions à l'antenne. Donc un match dimanche dernier, et puis un match aussi, une journée de championnat ce mercredi. Donc revenons sur les matchs qui ont eu lieu ce mercredi. Oui, au plus récent. Donc Amnéville s'est imposé sur le terrain de Thionville sur le score de 3-1. Neuf-Maisons s'est incliné encore, j'ose dire, contre Taon 2-1. Trémery s'est imposé 5-1 sur le terrain de la PMS. Saint-Dié s'est incliné 2-0 face à la réserve d'Épinal. Magny et Bar-le-Duc s'est imposé sur le score de 1-0. Champignol l'a emporté 3-2 contre Jarville, et Saint-Avold l'a emporté 5-1 contre Sarreguemines. Donc à noter la première victoire de Champignol, la nouvelle défaite de Jarville, malheureusement, qui reste à la dernière place du classement avec 2 petits points. Ingrid, tu étais au match, tu as pu assister à cette première victoire champignolaise. Il y a dû avoir une certaine joie dans l'effectif de Julien Chaudre. Ah oui, j'imagine, pour eux. Et puis, je pense qu'ils ne s'étaient surtout pas imaginé se rendre le match aussi simple. Donc, rappelons qu'ils menaient 1-0 au bout de 30 secondes, puis 2-0 au bout de 4 minutes. Des erreurs individuelles qui ont été fatales aux Jarvillois. Ouais, les Jarvillois se sont tirés une balle dans le pied. Difficile de revenir après ça, même si après, sur le reste de la rencontre, ils ont fait plutôt jeu égal. Et il y a un surprenant leader aussi, Ingrid. Ouais, Trémery qui a écrasé donc la PMS sur le score de 5-1. Et donc Trémery qui a fait le plein depuis le début de la saison. 15 points possibles, 15 points marqués. Et puis 12 buts marqués contre seulement 4 contre, il me semble. Ouais, ce qui en fait que c'est c'est la meilleure défense du championnat avec Taon. Et justement, un petit point sur le classement de cette division d'honneur avant d'évoquer les matchs qui auront lieu en championnat. Après, je le rappelle, ce week-end de coupe qui a lieu dès demain. Alors en tête, on vient de le dire, on trouve Trémery, 15 points. À la 2e place, Amnéville avec 13 points. À la 3e place, Taon, 10 points. Suivi de Bar-le-Duc à la 4e place, 9 points. On trouve ensuite la réserve d'Épinal avec 8 points à la 5e place. Viennent ensuite 4 équipes à égalité de points et 6 points, donc Saint-Avold, Sarreguemines, Saint-Dié et la PMS. Ensuite, on trouve 3 équipes, Magny, Neuf-Maisons et Champignol, avec 4 points. Et on ferme la marche, donc Jarville, Thionville, avec 2 tout petits points. Et donc, samedi 1er octobre, Saint-Avold recevra Champignol, justement, qui, fort de cette victoire, devra confirmer chez l'un des candidats. Chaque année, j'ai envie de dire, Saint-Avold est une équipe qui possède les moyens, les infrastructures et en tout cas les ambitions d'évoluer en championnat de France amateur, et donc qui recevra Champignol. Le dimanche, tous les matchs auront lieu à la même heure, c'est-à-dire 15h. Bar-le-Duc recevra la PMS, Amnéville recevra Taon, le leader Trémery recevra Thionville, Neuf-Maisons recevra Saint-Dié. Les réserves de Sarreguemines et d'Épinal s'affronteront donc à Sarreguemines, et Jarville recevra donc Magny
pour se relancer. Magny qui évolue donc à cette 10e place du classement avec 4 petits points. Ça ressemble déjà à un match de la peur pour ces Jarvillois. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Ingrid le disait bien, donc justement dans le sommaire de cette émission, aujourd'hui à l'honneur dans le sport local, le triathlon. Et pour parler donc de cette discipline, on a la chance de recevoir Philippe Costet. Philippe Costet, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors pour les novices, est-ce que vous pouvez nous parler de votre discipline qui est le triathlon, tout simplement ? Tout à fait. Eh bien, écoutez, pour décrire brièvement, le triathlon, comme son nom l'indique, est une épreuve qui enchaîne 3 disciplines, donc que tout le monde connaît, on va dire, puisque la première c'est la natation, que l'on peut faire soit en piscine, soit en eau vive. Et puis ensuite, on enchaîne avec le vélo sur différentes distances en fonction des catégories. Et puis la course à pied. Voilà, on termine souvent par la course à pied qui peut se dérouler soit sur du bitume, soit sur en nature avec des trails. Voilà grosso modo le triathlon résumé succinctement. Alors bonjour Philippe. Bonjour. Alors si on devait parler un petit peu de toi, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop ça, mais est-ce que tu peux te présenter, toi, ton palmarès en quelques mots ? Alors le palmarès, j'ai commencé quand même il y a quand même une paire d'années. Ça fait presque 25 ans que je pratique le triathlon, après une carrière de footballeur en partie à la Saint-Lorraine. Donc voilà, sur les coups de 30 ans, j'ai décidé de me lancer dans mon premier triathlon, un triathlon découverte. Et à la suite de cette première initiative, eh bien, j'ai été mordu, j'ai été conquis. Et puis j'ai commencé à m'entraîner un peu plus sérieusement. Et tout cela m'a mené au fil des années à gravir quelques petits échelons. Voilà, ça s'est bien passé pour moi jusqu'à l'année dernière. Et dès le premier triathlon, tu as montré des facilités ou ça a été une galère le premier ? Ah non, le premier, comme je venais du foot, la particularité c'est que j'adorais courir et en fait ça s'est avéré vraiment une galère d'enchaîner la course à pied après avoir posé le vélo. Donc déjà, je me rappelle toujours, c'était à Champignol, il y avait 5 km et les 2 premiers, j'ai marché en fait. Mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai eu, on va dire, ce petit échec. En fait, je me dis, il va falloir que j'y arrive parce que c'était quand même des grosses sensations, de belles émotions. Et il fallait pas s'arrêter là. Il y en a que ça aurait bloqué, vous apparemment ça vous a pas bloqué. Alors il y en a peut-être que ça aurait bloqué, c'est possible, je le conçois, mais oui, effectivement, moi, ça a été un moteur, en fait. À l'échec, je me suis dit, quand même, je m'étais lancé un défi avec un collègue de chez Orange et on s'est dit, il faut qu'on recommence, Donc, voilà. Donc vous venez de le dire, hein, vous venez du football. Dans quelle discipline est-ce que vous vous sentez le mieux, finalement, des 3 ? Alors maintenant, je dirais que il y en a 2, c'est la natation et le vélo. Ce qui est paradoxal pour un ancien footeux, finalement. Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas progresser tout le temps dans tous les sports. Quand on part de zéro, on progresse beaucoup. Et ensuite, avec l'âge, évidemment, en course à pied, c'est plutôt l'inverse parce que on s'use un petit peu, on va dire. La consécration de ta carrière, c'est le titre, j'ai pu lire, de champion du monde Xterra à Hawaï. C'était l'année dernière, il me semble. Voilà, c'était en 2015. Alors, quel est le parcours ? Comment on en arrive à Hawaï ? Alors, peut-être pour dire ce que c'est qu'un Xterra à nos auditeurs, effectivement, c'est également un enchaînement de trois épreuves. Natation en mer, donc, et puis ensuite le VTT. On abandonne le vélo pour le mountain bike. Et ce sur 40 km. Et ensuite, c'est 10 km de trail. Donc, pour vous dire à nos auditeurs, c'est un trail on pourrait l'assimiler au Vieux Vendeuvre 3 fois. Voilà, donc sur 10 km. Donc, la côte était assez rude, mais ceci en pleine nature, évidemment. Donc, la question, c'était... il me semble que tu es passé par des sélections préalables avant de débarquer à Hawaï. Qu'est-ce qu'il faut gagner ? Comment tu gagnes ta place pour Hawaï ? Est-ce que tu as gagné ton ticket, tout simplement ? Alors, effectivement, il y a toujours un système de qualification. Donc, chaque pays organise un Xterra. Il y a Xterra en Suisse, au Danemark, en France, en Espagne, au Portugal, au Costa Rica. Et puis, quand on arrive premier de sa catégorie d'âge, eh bien, on a ce qu'on appelle un slot, un ticket pour participer à la finale, qui a lieu tous les ans à Hawaï, sur une île qui s'appelle Maui. Donc Hawaï, c'est un archipel, il y a 5 îles principales. Une que beaucoup connaissent puisque c'est Hawaï où il y a la finale des championnats du monde Ironman. Et en Xterra, ils ont choisi une île à côté, un peu plus verdoyante, on va dire, sur laquelle est basée la finale du Xterra. Et c'est celle-ci à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, puis
remporté lors de ma deuxième participation. Alors, lieu paradisiaque toujours, hein. On parle aussi de l'Australie, vous y étiez il y a quelques jours. Pour quelle épreuve cette fois ? Alors, en 2016, donc il y a un mois, effectivement, je suis parti pour l'Australie pour une épreuve qui est la moitié d'un Ironman. Pourquoi être parti en Australie ? Effectivement, j'ai également obtenu une qualification l'an passé en Allemagne. Et donc ce ticket m'a permis de postuler donc, en Australie. Et là, c'était des distances différentes. C'était avec un vélo de route, donc un petit peu plus, on va dire sur le papier, un peu plus facile, puisque c'est du vélo de route, c'est ultra plat, moins de dénivelé. La course à pied est également beaucoup plus plate. Mais plus difficile, puisque effectivement là j'ai terminé un peu moins bien. Et donc on va dire que j'étais moins performant. Voilà. Et que les autres étaient bien meilleurs. On vient de parler de ce qui était derrière et devant. Alors, quelles sont les prochaines échéances ? Est-ce que tu vas te lancer dans un triathlon à Vélib ? On a pu voir ça le week-end dernier à la Neuville. Je ne sais pas si tu as pu lire ça. Si, j'ai lu ça, effectivement. C'est très bien, mais je veux dire, le triathlon, si je peux me permettre, est accessible à tous. Simplement, il faut certainement lever quelques barrières psychologiques qui sont inhérentes à ce sport, parce qu'on se dit enchaîner 3 sports quand même, un est allongé, un autre est porté, le troisième on court, tout le monde sait courir, mais bon, enchaîner tout ça, il y a quelques barrières à lever. J'invite les gens qui se poseraient quelques questions là-dessus à se rapprocher du club pour qu'on puisse les initier. Imaginons Ingrid, allez-y, qui est ici présente, oui. Aime aller courir de temps en temps, on imagine, hein, c'est vraiment une imagination. Elle veut s'inscrire, elle veut pratiquer ce sport, comment elle s'y prend ? Alors, c'est vrai que c'est bien mieux d'avoir des conseils, de s'inscrire dans un club. Il y a un club qui existe, dont je suis le vice-président, qui est le Triathlon Nancy-Lorraine. Et donc, il y a un site internet là-dessus où vous pouvez avoir tous les renseignements et les horaires d'entraînement. Alors Ingrid est adulte, d'accord. Elle va être... Il y a une grande mixité donc, au sein de notre club, puisqu'il y a pratiquement... Je crois qu'il y a presque plus de femmes que d'hommes. Et donc, il y a dans une ambiance très conviviale, elle pourra se mesurer et lever ses barrières. J'ai cru comprendre que dans ce genre de sport et de discipline, c'était un peu destiné aussi à des après-carrières. Hein. On a le cas avec toi, ou à des gens qui ont beaucoup pratiqué un sport, même au niveau amateur, et qui finalement, dès l'âge passé de 30 ou 40 ans, se destinent vers ce sport. Tu confirmes ? Oui, je confirme. J'ai énormément de collègues d'Orange qui se mettent au triathlon cette année. Ils vont rejoindre notre club. Et effectivement, c'est un défi sur soi-même. C'est le fait de lever quelques inhibitions. Et bon, je vais les retrouver, je vais les conseiller pour les 2 triathlons qui auront lieu en juin, à savoir Sarrebourg et Épinal. Mais je t'écoute attentivement parce que pour avoir assisté à plusieurs reprises à des triathlons, soit à Longemer, ça me paraît vraiment j'ai l'impression que ces gens-là sont des héros. Ça paraît. Oui, c'est vrai. Moi, ça me paraît insurmontable et ça me paraît pas. Mais je te crois quand tu le dis, ça me paraît vraiment pas à la portée du commun des mortels, quoi. Alors pour vous rassurer, maintenant il y a des triathlons qui sont adaptés à la distance en fonction de son niveau. C'est-à-dire que si vous découvrez, il y a une distance découverte. Il y a des distances même moitié découvertes qu'on appelle des XS. Et ces distances sont vraiment adaptées puisque c'est 300 mètres dans l'eau, 10 km à vélo et 3 km à pied. Donc, vous voyez, c'est quand même largement faisable. C'est des distances qui ont été au départ instaurées pour des jeunes. Donc des jeunes qui maintenant, faut le savoir, il y a des écoles de triathlon qui existent, donc une à notre club également. Et donc on accueille des jeunes de 6 à 18 ans. Et ceux-ci se mesurent sur des distances adaptées à leur âge. Donc tout a été parfaitement cadré pour que justement il n'y ait pas de barrière psychologique due à un effort trop violent ou trop long. Ouais, justement, je m'en suis rendu compte en préparant cette émission. Je pensais que... je croyais que tu allais dire en faisant un triathlon. Non, à qui tu veux faire croire ça. C'est un objectif, mais je te l'ai déjà dit. Mais passer l'après-carrière, j'aimerais bien vraiment faire ce sport. Bon, moi, mon gros problème, on en parlera, on rigolera, mais c'est la natation. Hein. Je sais pas. Je crois que c'est... Non, je nage, mais je vais dire, à mon avis, pas très très bien, quoi. Justement, de voir que ces jeunes de dès 6-9 ans peuvent commencer, en tout cas, ça motive, puisque je pensais que c'était destiné à des gens plus vieux. Philippe, on sait que le triathlon est un sport extrêmement exigeant, on va pas se mentir, il faut s'entraîner sur les 3 disciplines. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ta semaine type au niveau de l'entraînement, quelle est la semaine type finalement globalement d'un triathlète ? Alors la semaine type d'un triathlète, on va dire pour débuter, je l'invite à faire peu mais souvent. Pour résumer, j'estime que plutôt que d'en faire beaucoup, je préfère un travail
de qualité. Donc nager, vous voyez, si je prends la natation, eh bien nager beaucoup. Quand vous nagez 1h30 ou 2 heures, j'avoue qu'au bout de 40-50 minutes, on commence à avoir les bras qui bouent. Donc je préfère inciter ceux qui commencent à travailler sur une demi-heure. Donc vraiment plus de la répétition. Voilà, répétition pour habituer son corps à un geste qu'on peut appeler un geste réflexe. Ensuite, à vélo, effectivement, c'est un peu moins technique. Donc là, je dirais que grosso modo, plus on fait de vélo, meilleur on est. Puisque on appuie sur les pédales, il n'y a pas énormément de gestes techniques afférents au vélo. Et pour la partie course à pied, là aussi, on rentre dans un phénomène un peu plus technique, puisque à chaque vitesse, ça foulée. Et là, il y a quand même un travail assez important à fournir. La semaine type d'un jeune triathlète, je vais l'inviter à essayer de faire un sport chaque jour et avoir un jour de repos. Vous voyez, mais bon, ça peut aller d'une demi-heure à trois quarts d'heure. La récup, voilà. On sait que c'est très important, Ingrid. Oui, tu parlais tout à l'heure de l'enchaînement. Enfin, tu expliquais comme tu avais souffert d'enchaîner le vélo et la course à pied lors de ton premier triathlon. Oui. Ça aussi, c'est important, je crois. Et d'ailleurs, les transitions, est-ce que ça se travaille ? Ah oui, ça se travaille énormément. Et d'ailleurs, vous faites bien de relever ça, Ingrid, dans la mesure où ça a été un problème lors de mon premier triathlon et c'était un problème lors de mon dernier. Donc, vous voyez, même avec une expérience soutenue, on peut dire qu'on a on rencontre les mêmes problèmes. Effectivement, dernièrement en Australie, j'avais un nouveau vélo et effectivement, ce vélo, je l'ai reçu un peu tard, donc je n'ai pas réussi à mettre dans la position qui me permet d'enchaîner à pied correctement. Donc le matériel est quand même très important quand on en vient à un niveau qui est par exemple le vôtre. Le matériel est quand même très important. Est-ce que vous avez des équipements spécifiques ? Alors, écoutez, quand on va en eau vive, on a une combinaison quand même. Je pense que c'est important. De mieux flotter, on se sent plus en sécurité. Vous voyez, dans une eau qui n'est pas toujours l'eau de la piscine, on a l'habitude de voir du carrelage, une eau très clean. Et là, quand on se retrouve dans un lac qui peut être à Metz, à Pont-à-Mousson ou ailleurs, où l'eau est toute noire, on perd un peu ses repères. Et effectivement, une combine, comme ça nous porte, on se sent un peu comme avec un gilet de sauvetage, quoi. Effectivement, donc là, premier aspect du matériel en eau. Ensuite, sur la partie vélo, les vélos, effectivement, si on est en montagne, il vaut mieux avoir un vélo assez léger. Voilà, et si aussi des vélos de contre-la-montre. Voilà, on voit maintenant de plus en plus de vélos de contre-la-montre. Donc on se rapproche en fait des équipements que les professionnels ont. Ouais. Et justement, c'est quand même un budget, ça a un coût de pratiquer ce sport quand même. Alors c'est clair que c'est pas gratuit, mais quand on commence, il faut commencer petit. Sinon, c'est pas la peine de dépenser énormément d'argent. Avec des vélos à plusieurs milliers d'euros, j'invite les gens à prendre le vélo le plus basique qui soit, se faire plaisir et de terminer avec le sourire si c'est possible. Ce sera quand même le but essentiel de leur engagement lors du premier triathlon, lors de cette découverte, on va dire. Alors le triathlon a été mis en lumière ces dernières semaines aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut parler de déception pour la performance de Vincent Louis ? Je crois qu'on l'attendait un tout petit peu mieux que sa 7e place, non ? C'est sûr que Vincent, on l'a suivi tu le connais un petit peu, en direct. J'avais eu l'occasion de discuter avec lui, avec mon fils à l'aquathlon de Vital. Il était venu il y a 2-3 ans. C'est vraiment un chic type, c'est quelqu'un de très bien, qui est très soucieux de son entraînement. Il y a eu des vidéos qu'on peut visualiser. J'ai vu le reportage justement où il parle de son investissement, voilà, des sacrifices qu'il peut faire. Pardon. Exactement, au niveau du championnat de France de cross et tout, c'était quand même assez fort tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en œuvre pendant 4 ans pour essayer d'avoir une médaille. Donc vous voyez comme quoi jamais rien n'est acquis, même quand on se donne les moyens de réussir. C'est jamais fait, quoi. Donc c'est ça aussi un des enseignements, c'est qu'il faut toujours remettre un petit peu sur l'établi le travail qu'on a réalisé, parce que c'est jamais vendu, quoi. On achète beaucoup de bouquins en disant faire un triathlon ou faire un marathon en 6 semaines, ou en 12 semaines. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et toi, le spécialiste, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il faut dire qu'il avait une concurrence qui était très très rude. On a vu qu'il était assez facile à vélo jusqu'à la transition. Et puis, il se trouve que les 2 frères anglais sont partis très très vite. Et quand on voit les reportages, c'est mon avis, mais quand on voit les reportages qu'il a fait pour sa préparation en course à pied, il partait toujours assez lentement. Et au fil des kilomètres, il accélérait. Vous voyez, pour arriver premier, deuxième dans tous les crosses, toutes les courses à pied qu'il a réalisées pour parfaire sa préparation.
Et il se trouve que là, les frères Bonley sont partis très très vite, à un rythme presque de 21 km/h. Et là, d'entrée de jeu, c'était peut-être un peu trop soutenu pour lui, mais bon, il faudrait peut-être lui poser la question. Oui, un prochain invité. Ouais, on l'invitera jeudi C'est ce que prochain. j'ai ressenti, mais maintenant je peux me. Oui, non, c'était l'analyse de toi, spécialiste. Ouais, oui, vas-y. Non, vas-y, pardon. Non, assez parlé donc de Vincent Louis. Vous êtes désormais investi au sein de l'école de triathlon du TNL, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Quel est ton rôle? Je suis le responsable de l'école de triathlon avec ma collègue qui s'appelle Stéphanie Denain, avec laquelle j'ai fondé l'école il y a quelques 7 à 8 années. Et nous avons commencé avec nos enfants. Donc on était au nombre de 6-7 jeunes. Et bien maintenant, nous sommes cette année, on est à plus de 60 licenciés de 7 à 18 ans. Donc j'invite les jeunes auditeurs qui seraient intéressés à nous rejoindre en se connectant sur triathlonnancy-lorraine.com et ils auront un site et tous les renseignements pour pouvoir faire du sport, un sport nouveau, un peu fun et je pense Parce que, comme tu nous l'as dit tout à l'heure hors antenne, hein, le principal de ce sport, finalement, c'est on ne recherche pas la performance, on recherche plutôt finaliser un objectif, mais ce n'est pas vraiment que de la performance. Non, du tout. Les jeunes de mon club, ils sont effectivement très investis au sein de ces 3 sports. Et comme on réussit quand il y a une émulation entre nous, quand il y a une bonne ambiance, quand il y a une bonne homogénéité au sein des groupes, eh bien, on progresse inéluctablement. Et on a de réelles émotions qui nous permettent de réussir quand on le peut. Évidemment. Donc c'est étonnant parce que c'est quand même un sport à base individuelle, oui, où on apprend et on s'enrichit finalement avec les autres et à l'entraînement. Tout à fait. C'est exactement ça, Kim. D'ailleurs, je t'invite à nous rejoindre. Écoute, franchement, ça serait avec plaisir. Ça serait. Je le ferai. Non, franchement, j'aimerais bien pratiquer ce genre de sport, mais je vais prendre des cours avec toi. Mon principal problème, je le redis, c'est la natation. Eh bien, j'ai du mal. Ce n'est qu'une barrière psychologique. Je t'invite à venir. Ouais. Tu mettras des brassards. On viendra avec Ingrid. Mais elle, son principal problème, c'est plutôt pour la coupe de cheveux. 8h30 à la piscine de thermale tous les matins. Ah, d'accord. C'est tôt, mais matinal. Et pardon, pour revenir un petit peu de manière sérieuse, on sait que c'est une discipline, oui, je sais, très très exigeante. Alors, est-ce qu'on peut soumettre les enfants au même rythme? Tu parlais tout à l'heure d'un entraînement quotidien. Est-ce que les enfants sont soumis au même rythme d'entraînement que les adultes? Alors, non, tout à fait, non. Tu as raison, Ingrid, de le signaler. En fait, pour les enfants de notre club, eh bien, il y a, on va dire, 4 entraînements. Il y a un entraînement le mardi en course à pied. Donc, en fonction des niveaux, il y a plusieurs entraîneurs qui s'occupent des petits, moyens et plus performants. Ensuite, vous avez 2 créneaux piscine le mercredi après-midi, en fin d'après-midi. Donc en fonction des niveaux également, plus de 2 entraîneurs qui s'occupent de chacun. Et ensuite, vous avez à vélo, c'est moi qui entraîne les jeunes à vélo le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Voilà, pareil avec plusieurs niveaux d'accessibilité. Bah écoute, non. Je t'écoutais. Non, moi je voulais juste revenir sur un petit point. Ingrid, est-ce que tu sais depuis quand le triathlon est un sport olympique? C'est une petite question piège comme ça. Non, mais j'étais persuadée que c'était la première Olympiade où on avait pu voir des triathlètes. Non, mais Philippe, il lève le doigt et il connaît la réponse. Non, je voulais t'indiquer, Grid, que c'était à Londres, donc en 2000. Ouais, c'est exact. Donc voilà, un professionnel de la discipline. Tu vois, moi, à Rio, c'est la première fois que j'ai pu voir, ou en tout cas les horaires me correspondaient. C'était la première fois que j'ai pu suivre le triathlon à Rio. Ouais. Donc du coup, comme je suis un peu égocentrique, je pensais que c'était la première fois que ça existait. Philippe, est-ce que tu as des échéances dont tu voudrais nous parler? Est-ce que tu as des choses à ajouter concernant soit le TNL, soit le triathlon de manière en général, plus globale? Écoutez, je vais vous donner quelques informations. Là, on va organiser, comme chaque année, à Vendeuvre, en mars 2017, un run and bike. Donc, le club organise depuis 7-8 ans un run and bike sur le parc de la Sapinière à Vendeuvre. Donc grâce à la mairie que je remercie pour son investissement chaque année. Et donc là, on a environ 100-150 équipes chaque année. C'est un sport qui se pratique à 2, donc un vélo pour 2. Un vélo, un qui court, et puis quand un a fini de courir, il prend le vélo, et ainsi de suite. On a 13 km à faire. Voilà, ça c'est une échéance que je vous invite à retenir pour février-mars 2017.
Et deuxième échéance que j'essaye de mettre en lumière pour juillet 2017, là, c'est un triathlon qui aura lieu à Nancy centre-ville, donc avec participation, avec une base, un parc à vélo qui sera sur la pépinière, vous voyez, donc la partie basse de la pépinière à côté du gymnase. Une partie vélo qui devrait monter jusqu'à Dommartemont, redescendre à Essé et repartir en traversant Saint-Max, revenir sur le port de Nancy. Et ensuite, course à pied dans la pépinière. Voilà. Donc ça, c'est juillet 2017. Certaines mairies ont donné leur accord, leur validation, à savoir Essé, Saint-Max et le Grand Nancy. Le projet est en cours de validation à la mairie de Nancy, au service des sports. Donc j'attends la bonne nouvelle avec impatience pour boucler le projet. D'accord. Très bien. Eh ben écoute, tu avais rien d'autre à rajouter, non ? Non, si ce n'est que effectivement le club de Nancy regroupe également une grosse partie adultes, puisqu'il y a plus de 120 adultes qui pratiquent ce sport, donc avec, comme je le disais au départ, la parité homme-femme. Homme-femme. Ingrid, grâce à Philippe Costet aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. J'ai appris surtout que c'était à la portée de chacun et de chacune. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à acheter une combinaison. Voilà. Et on se donne rendez-vous en juillet, donc, puisqu'on est des locaux. En tout cas, Philippe, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Cap Sport. On te remercie vraiment beaucoup. Hakim et puis Ingrid, bonne fin de soirée à vous. Et puis à très bientôt sur la piste d'athlétisme ou ailleurs. Merci Philippe. Ou sur Fadjet. Salut Philippe. Ou sur Fadjet, évidemment. Cap Sport, actu sportive locale. On est toujours dans l'actualité sportive locale et Max qui n'est pas là parmi nous mais pour les bonnes causes puisqu'en effet il est en direct du Moselle Open. Max, salut. Salut Hakim, salut Ingrid, salut à tous. Salut Max. Donc tu as pu constater, je suis avec Ingrid, elle n'a pas pu attendre pour te dire bonjour. Comme vous le savez, depuis dimanche, les arènes de Metz sont occupées pour le tournoi international de tennis masculin. Max, comment se passe le tournoi pour nos Français ? Nos Français, c'est un petit peu compliqué. On a Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga qui ont dû déclarer forfait suite à des blessures, donc ils sont pas présents. Après, on a eu Paul-Henri Mathieu qui s'est fait éliminer au premier tour. Beneteau, on peut pas trop dire qu'il va aller faire quelque chose. Mais en tout cas, on a peut-être Lucas Pouille, là, le jeune Français qui peut créer la surprise et aller loin, mais ce sera compliqué pour nos Français, ou pour du moins qu'un Français gagne le sacre cette année à Metz. Toi qui es un peu dans l'environnement, Dominique Thiem, on entend parler partout, dans les journaux, sur les médias, tous les médias sont à prendre en compte bien sûr. Est-ce que c'est vraiment le grand favori de cette édition ? Oui, je crois que là, c'est l'homme à battre et l'homme à abattre de ce tournoi. Dominique Thiem, l'Autrichien, qui est dixième mondial actuellement. Et voilà, je veux dire, il fait demi-finaliste à Roland-Garros. Il gagne 6 titres cette année en 2016. Donc vraiment, je vois pas qui pourrait le bousculer, à moins que notre Français, comme je le disais tout à l'heure, Lucas Pouille, peut créer la surprise et peut le battre. Mais sinon, je vois pas quelqu'un d'autre dans ce tournoi, dans ce tableau, qui puisse le gagner. Donc pour toi, Dominique Thiem, c'est le favori des médias, mais quel est le favori de Max alors ? Quel est ton favori ? Allez, moi, comme tu vois, moi j'aime bien les surprises. Et j'aimerais bien que Gilles Simon, tu vois, aille un petit peu plus loin. Donc je dirais mon favori, c'est Gilles Simon. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Une rumeur se propage en affirmant que le Qatar souhaiterait racheter la date du Moselle Open. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi qui es sur place ? Ouais, tous les ans, de toute façon, à cette époque-ci du tournoi, on a bien sûr toujours des bruits de couloir, le Qatar qui veut racheter la date ou des choses comme ça. Mais en tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle, ils parlent déjà de l'année prochaine et du Moselle Open l'année prochaine. Donc, il n'y a pas forcément de soucis à se faire pour Metz pour l'année prochaine. Mais bon, c'est normal, ça spécule, c'est en ce moment. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, non, c'est pas d'actualité. Donc, c'est que des rumeurs. Donc pour toi, on aura encore un tournoi professionnel masculin à Metz l'année prochaine ? J'espère. C'est ce que tu espères. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi qui es en direct de l'Open, je le rappelle, non ? Écoute, oui, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, donc je pense que même certains auditeurs de Cap Sport vont venir ce week-end pour les demi-finales et pour la finale. Donc si on arrive à se croiser et que quelqu'un me connaît, évidemment, ce sera avec grand plaisir. Mais oui, il y a beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à venir. Il y a encore des places dans le stade en plus, donc n'hésitez pas à venir en acheter. Demi-finale, finale, demi-finale samedi et finale dimanche. Alors, justement, on en profite que tu sois avec nous. Si tu as encore quelques minutes à nous accorder, tu arrives pile poil dans cette émission pour l'heure du quiz, Max.
Ah là là, magnifique. Tu vas pouvoir affronter Ingrid en direct, en chair et en os. Elle est là en face de moi. Elle a mis son plus beau chemisier en forme de jeu de dames. Tu vois, pour que tu représentes un petit peu. Et attention, magnifique. nouvelle règle cette année, je compte les points, donc impossible de tricher. Je me suis fait arnaquer pendant. Nouvelle règle, t'es obligé de gagner. D'ailleurs, à la fin de ce Exactement. quiz, je te demanderai ton pronostic pour Nancy et sache que c'est toi qui es en tête avec un petit point pour l'instant. Donc voilà, on note tout parce qu'on a dit aux auditeurs qu'un restaurant est en jeu. La transparence, la transparence. Max, La transparence. Ingrid, Oui, je suis là. on cherche un joueur de football qui a fait l'actualité cette semaine. Grosse frayeur d'ailleurs, l'ancien international français a été agressé. Attention, c'est au plus rapide. Celui qui me dit son nom en premier marque le point. Max. Il a été Point. agressé. Point pour Ah Maxime. non, mais c'est comme ma question pour Point un champion, pour il faut Maxime. attendre. Moi, je le savais aussi, mais Non. j'attendais la fin de la Bah, question. Non, il n'y a pas besoin d'attendre. Et pourquoi donc il a été agressé lundi par deux hommes qui l'ont menacé avec une arme à feu alors qu'il sortait d'un restaurant des Puces de Saint-Ouen. Donc voilà, vers 22h15, l'ancien attaquant d'Auxerre, Marseille et Liverpool sortait avec trois amis du restaurant Macocotte. Décoré par Philippe Stark quand deux hommes l'ont menacé avant de lui dérober deux bracelets sans valeur. Max, tu es au top au niveau de l'actualité. Je pense que tu t'es un petit peu renseigné cette semaine. Bah, je me suis entraîné, c'était pour battre Ingrid. Allez, 1-0 pour Max. Deuxième question. En ce moment, il y a un événement très particulier qui débute dans un pays de tradition. On parle d'un événement. Quel événement on parle? Dans un pays de tradition. C'est un pays européen? Oui. L'Espagne? Non. La France? Non plus. Un événement dans un... L'Italie. Non plus. Pourquoi dans un pays de tradition? L'Allemagne? L'Allemagne. La fête de la bière? La fête de la bière. Un point pour Ingrid. Vous allez me Quel dire- rapport ça a avec... Quel rapport ça a dans le sport? Je vais vous Oui. le dire tout simplement. À Aucun 2 rapport. jours donc de l'Oktoberfest, la fête de la bière à Munich, l'entraîneur du Bayern, Ancelotti, a reconnu un goût plus prononcé pour le vin. Et oui, mes amis, ça fait partie de l'actualité. Il a dit qu'il se connaissait très bien en vin, qu'il savait le nombre de bouteilles qu'il pouvait boire, mais il a reconnu en revanche que pour la bière, il ne savait pas quel dosage était bon pour lui et qu'il avait 15 jours donc pour tester tout au long de l'Oktoberfest ses capacités. Toi, Max ou Ingrid, combien de bières vous supportez alors? Je suis pas sûre d'être fière de cette réponse pour le coup. Comment? Ça a coupé, moi je vous ai pas entendu. Ouais, en fait, c'était Carlo Ancelotti donc, qui a reconnu qu'il avait un goût prononcé plus pour le vin que la bière et qu'il ne savait pas quelles étaient ses limites avec la bière. Toi qui es en direct de l'Open de Moselle, ça doit y aller la bière, non? Non, le sport c'est du coca et de l'eau. C'est du coca et de l'eau. Ingrid n'avait pas la même réponse Non, que si toi. j'allais te dire la même chose. Le sport et bière, c'est pas compatible, Hakim. Un point partout, troisième question. On poursuit avec une autre question qui concerne le Bayern Munich et un joueur de Carlo Ancelotti justement qui a fait la une de l'actualité en Allemagne pour quelque chose de peu anodin. cette Ribéry. semaine. Non, c'est pas Ribéry. C'est un joueur qui est sorti sur blessure après avoir pris un coup de pied au visage en début de seconde période en Ligue des Champions. Voilà, tu m'as perdu. Moi, j'en connais. contre Je connais Rostov. que Ribéry, je crois. Voilà. En fait, C'est un Allemand? oui, c'est un Allemand qui joue au Bayern Munich. Robben. Non, un Oui, défenseur. Pourquoi est-ce qu'il a Alors, fait la une déjà, à votre avis? Bah, tu viens de Il le est dire blessé. et il s'est blessé. Il a pris s'est un coup de blessé, pied mais au du coup, il visage. fait quelque chose de particulier. Il se déplace. Il n'a pas l'autorisation de son médecin pour se déplacer avec sa voiture. Du coup, il se déplace en transport en commun, en métro. Trottinette. Non, En en métro. métro. Et il a fait un selfie. C'est un défenseur, un grand défenseur. Ah, là-bas, allemand mais et il est pas Bayern. allemand. Hummels. Hummels, point pour Ingrid. Oh purée, il est revenu de loin Là, je celui-là. donne ma langue au chat. Ah là, tu donnais ta langue au chat, Ingrid. Heureusement, elle est là. Elle suit l'actualité. 2 points pour Ingrid, 1 point pour Max. Il a donc posté une photo sur les réseaux sociaux accompagnée de ce message. Lèvres enflées et un peu violette, la tête qui bourdonne un peu, mais sinon tout va bien. Donc voilà, je rappelle, il n'avait pas l'autorisation de son médecin pour conduire, mais c'est très simple. Il prend ses petits pieds et il marche, Ingrid. Ça t'arriverait pas, toi? Non, mais il a de la chance d'être dans une ville où il y a le métro déjà. C'est pas donné à chacun. Je disais 2 points pour Ingrid, 1 point pour Max. On cherche une particularité, un objet insolite. Si je vous dis 2108 km en 100 jours, soit 21 km chaque matin durant un peu plus de 3 mois, c'est la performance exceptionnelle réalisée par le Britannique Tony Phoenix Morrison. Il a une particularité, c'est qu'il a fait ces trucs de l'extrême, puisqu'il portait quelque chose de particulier sur lui. Quoi? Ça fait la une toute la semaine, on en a parlé dans les médias, dans les journaux, partout. C'est une tenue vestimentaire? C'est pas une tenue vestimentaire. Il portait sa femme sur son dos. Non. Il portait son enfant. Non, il portait pas son enfant, il portait pas sa femme. Une ceinture. Non. Je rappelle qu'il a Des poids. parcouru 21 km chaque matin, hein, Donc Durant il portait 3 mois. quelque chose qui alourdissait son poids bien évidemment. Quelque chose que lui considère comme un fardeau. et qui ne l'est pas. Je vais expliquer. Des Toute chaussures la à vie, talons. Parce Non. que c'est un fardeau. toute sa Ah, vie. Alors, Max? je crois savoir. Son frère. Non. J'ai cru non. au début que t'allais le dire en plus. Non. C'est quelque chose qui a trait à la tenue vestimentaire?
Non, ça n'attrait pas la tenue vestimentaire. C'est quelque chose de vraiment surprenant. C'est plus quelque chose d'intérieur d'une maison, mais étonnant de l'avoir sur le dos, surtout pour parcourir autant de kilomètres. Un frigo. Un frigo. Point pour Ingrid. D'où tu nous sors le frigo? Max, non, tu sais comment elle est. Arrête, tu vas nous accuser de tricher. Non, ça me revient, je l'ai lu, j'ai trouvé ça. Non, je suis sûr qu'il te donne les réponses. Ouais, non, bah, c'est faux. Bon, alors là, il te les donnerait plus facilement à toi qu'à moi. Je préfère te les glisser à toi, Max. Oui, on est bien d'accord. Donc voilà, il dit que son père est décédé quand il avait 12 ans. Il a eu beaucoup de décès dans sa famille, dont notamment des cancers. Et il porte ce frigo en guise de fardeau et il récolte des fonds pour des associations. Donc voilà, celui qu'on nomme maintenant Tony the Fridge parcourt des kilomètres et des kilomètres et les avale avec ses super semelles, Max. Franchement, c'est quand même un exploit. Bon, bah, j'espère que tu vas me faire quand même une dernière pour. Bah écoute, oui, justement, il en reste 2 petites. Ça concerne la Nancy-Lorraine. Il y a 3 points pour bah t'as perdu, Max. Tu peux au moins revenir au sport égalisé. Alors, les deux dernières. Allez, question sur la Nancy-Lorraine. On en reviendra tout à l'heure, bien évidemment, en fin d'émission. Mais est-ce que vous pouvez me dire d'abord, si vous le savez, le dernier score entre Nancy et Nice? Je prends une proposition. 0-0. Ingrid. De toute façon, Maxime est toujours sur le 0-0, quelle que soit la question et la circonstance. Nancy a perdu 1-0. Non. 2-0 pour Nice. Non. 1-0 dans l'autre sens, je dirais. Oui, 1-0 dans l'autre sens, Ingrid. C'est un carton plein, Max. On voit que tu as d'autres préoccupations. Qu'est-ce qui se passe? Dernière ça date de quelle saison, tu sais nous dire? Oui, ça date de la saison, donc c'était le 17 mars 2013. Victoire 1-0. Est-ce que vous êtes capable de me dire le buteur? 2013, 2013 Qui jouait devant à cette époque? Qui jouait devant à cette époque, Max? Réfléchis bien. Qui jouait 2013, devant? Dia. Non. 2013, Adji. Non plus. Non, mais non. Attends, il faut que je trouve là. Ce joueur joue désormais en D1 belge à Charleroi, une trajectoire particulière. C'était un attaquant. Je sais. Dis. Samy. Joël Samy. Samy en attaquant. Joël Samy en attaquant, oui, Ingrid. Non, mais il a pas joué, il joue pas en Belgique. Il joue pas en Belgique. Il est pas attaquant. Il est quand même pas attaquant. Je n'ai pas entendu que tu as dit attaquant. Écoute ce que tu veux en fait. En plus, on a parlé à Kim la dernière fois. Oui, on en a parlé. Qu'est-ce qui devient? Ah, mais je donne ma langue aussi encore. Ah, si. Oui, ça m'énerve. Un attaquant. Un attaquant. Virevoltant. Il jouait sur les côtés. Il marquait très peu de buts. Virevoltant qui jouait sur les côtés, qui marquait très peu de buts. Bon, s'il a fini en Belgique, c'est quand même pas. Après un passage à Montpellier. Ah, je sais. Car Non, je sais moi. T'as dit quoi, Max? Jamel Bakar. Jamel Bakar, Max. Bien joué, c'est ça, c'est Jamel Bakar. 3-2. 3-2. Et donc, je le disais, la dernière question pour finir. Allez, la dernière. Là, je vais devoir vous laisser. Ouais, on se doute, t'as plein d'infos à choper pour nous. Donc, l'AS Nancy-Lorraine a disputé son 1100e match. On va y revenir juste aussi ce mercredi. Match de Ligue 1. Est-ce que vous sauriez me dire au plus proche, je prends que une réponse de chacun, le nombre de victoires pour 1100 matchs de Ligue 1 joués? Combien de victoires pour l'AS Nancy-Lorraine? 360. 400, je vais jouer petit bras. Cherche pas, Max est à 7 victoires près. 367, c'est une égalité parfaite, messieurs, dames, entre Ingrid et Max. Max, on te remercie du coup. Merci à vous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bien sûr, et on se retrouve donc pour d'autres informations concernant le Moselle Open. Ciao, Max. Salut, Maxime. Parfait. Allez, à plus. Ciao. L'avant-match de l'ASNL. On est donc dans la fin de l'émission, c'est l'heure d'aborder cette page mythique qu'on aime aborder ensemble dans l'émission. Ingrid est avec moi, il y a aussi la Bible du football qui nous a rejoint par téléphone. Olivier, salut. Salut Hakim, salut Ingrid, je suis bien content de vous avoir au téléphone. Salut Olivier. Écoute, nous aussi, plaisir partagé. Tu nous as fait part de tes expériences la saison dernière, ça a été remarquablement apprécié. Sache que cette année, on tient un petit tableau à jour, c'est Ingrid qui se charge de ça et les points sont calculés. Donc si jamais vraiment tu es la Bible et le roi, tu auras un restaurant offert en fin de saison, ça c'est obligatoire. Alors on va commencer cette page sur l'AS Nancy-Lorraine avec les dernières actualités. Donc dans les dernières actualités de l'AS Nancy-Lorraine, il y a d'abord ce match qui a eu lieu mercredi soir, un match nul 0-0. Ingrid, un match nul pour toi logique? Alors j'ai pas vu le match, Hakim. Oui. Mais d'après ce que j'ai pu lire, oui, assez logique. En tout cas, qui a eu l'air, alors on peut s'en réjouir ou pas, qui a eu l'air de satisfaire entièrement du côté des Nancéens. Enfin, ils avaient l'air de se réjouir, en tout cas. Pour eux, c'était une bonne opération. En tout cas, au niveau du score, ils se sont réjouis. Au niveau de la qualité de jeu, c'est autre chose. On y reviendra. Oui, il y a un certain nombre de choses qui m'effraient un petit peu justement dans ce qui s'est passé hier soir. Donc on sort de la zone rouge, voilà, je pense que c'est la seule réjouissance du match d'hier soir. Tu dis quoi, Kim ? Oui, je disais que c'était avant-hier soir, mais t'as un petit problème avec le temps. Mais donc moi, ce qui me rend fou
pour une équipe de Ligue 1, c'est de voir cette pelouse, parce que moi, bon, bien évidemment, j'ai vu le match, je suis tous les matchs de l'AS Nancy-Lorraine, et ça me tue de voir ces pelouses dans un état encore si merdique, excusez-moi les mots. Par contre, voilà, un 3-5-2, 7 joueurs nouveaux dans le 11 type de Pablo Correa. Alors pardon, je te coupe juste une seconde, mais Pablo a dit que entre pelouse catastrophique et synthétique de Marcel Picot, il préférait encore l'état catastrophique de la pelouse de Bastia. Oui, parce qu'on sait que Pablo Correa est un fervent supporter de ces pelouses, comme nous, franchement, on est rare à aimer cette pelouse synthétique. On a hâte que la saison prochaine, d'ailleurs, l'AS Nancy-Lorraine repasse à un terrain comme Lorient l'a fait cette saison, à un terrain en herbe, surtout que l'AS Nancy-Lorraine a toujours été bon. Donc voilà, mais bon, ce terrain pourri mêlé à un 3-5-2 de 7 nouveaux joueurs dans le 11 type de la SNL a fait un match plus ou moins très ennuyant, une défense à 5 où des joueurs d'anciens ont semblé à l'aise malgré leur manque d'automatisme. Alors tactiquement, ils étaient en place, productivement, comme tu l'as dit Ingrid, et au niveau de la qualité de jeu, offensif, c'était 0, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Olive, toi qui a un petit peu eu des échos, que ce soit par la presse ou si tu as vu le match, 5 joueurs derrière, un terrain pourri, forcément ça prête pas un bon jeu de football. Non, c'est sûr que moi ça me déçoit. Après, je comprends Pablo Correa, il doit absolument solidifier sa défense, il fait le choix de jouer à 5 derrière. Alors moi je vois plutôt un 5-3-2 qu'un 3-5-2. Oui, c'est vrai que ça dépend selon les avis. Voilà. Après, effectivement, c'est pas beau à voir. Est-ce qu'il faut pas en passer par là quelques matchs pour se rassurer, prendre quelques points ? Mais par contre, pour moi, ça suffira pas au niveau du jeu. Si on veut gagner des matchs, il va falloir marquer. 3 buts marqués seulement. Il va falloir quand même que les joueurs offensifs et que l'état d'esprit qui est bon au niveau de la combativité, je trouve, aille vers du mieux au niveau des passes, des appels, de la volonté d'aller de l'avant. C'est ça qui manque. Justement, toi, tu es bien placé pour parler de ça, parce que tu es supporter d'anciens, tu es aussi supporter messin. Tu te rends donc un Saint-Symphorien, tu vois une pelouse de qualité, tu vois aussi un attaquant de qualité comme Erding qu'on a mis en valeur aussi dans cette émission. Tu vois aussi la première demi-heure de malade qu'a fait le FC Metz contre les Girondins de Bordeaux. Tu te dis qu'il y a quand même un écart de niveau de jeu finalement. Oui, complètement. J'ai vu quelques matchs, dont des matchs qui n'étaient pas emballants comme contre Angers où ils ont gagné quand même, mais tu sens une puissance offensive nettement supérieure. Ouais. Alors est-ce que c'est dû au fait d'avoir un joueur comme Erding qui a beaucoup d'expérience, qui est vraiment à le haut niveau, des ailiers qui sont très très rapides, mais je sens la volonté d'aller vraiment tout de suite vers l'avant. Je pense que Nancy garde un peu trop la balle, rejoue vers l'arrière, rejoue latéral. C'est ça qui fait la différence. C'est vrai, certes Metz, donc on a pris 3, on rappelle, contre Bordeaux, mais Metz a fait, je vous assure, si vous avez l'occasion de regarder la première demi-heure, un jeu vraiment de qualité. Après les Girondins de Bordeaux, un peu de la sorte qu'ils l'ont fait à Lyon, se sont imposés et sont très réalistes. Mais voilà. En tout cas, nous, on est dans C1. Moi, ce qui me fait aussi mal, c'est 9000 spectateurs en Ligue 1, Ingrid. À Bastia, Corse, fait beau. Bon, là, en l'occurrence, pour le match, c'était un peu orageux et tout. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. Je ne sais pas, quelle est l'affluence moyenne à Bastia. Je pense quand même qu'il passe au moins les 10 000. Quoi. Mais bon, on va dire que Nancy attire un peu moins de monde, ce qui peut être aussi compréhensible. Pour en revenir à cette défense à 5, ça rappelle des heures sombres un peu de la Nancy-Lorraine, une défense à 5, un Adji en pointe, sombre, sur qui on balance des ballons comme samedi dernier à Marcel Picot aussi. C'est tristoun. Après, Pablo Correa était le premier à vouloir changer aussi le jeu et à orienter son jeu vers l'avant. Il revient à une ancienne méthode. Je pense que c'est aussi parce qu'il se rend compte que vu le recrutement et vu l'efficacité offensive, en tout cas, ça devient délicat pour l'AS Nancy-Lorraine. Alors par contre, ce qui m'a réjoui hier dans l'idée, c'est enfin insuffler un petit peu de jeunesse et de sang neuf. Donc Marchetti, alors qui est corse, donc je pense que c'était pas un hasard qu'il l'ait mis d'entrée. Aide-moi, l'Uruguayen qui a été recruté, Cabaco, qui apparemment a montré de belles choses. Donc ça fait partie des choses positives qu'enfin on voit des recrues du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Alors après, moi je regrette aussi, pour en finir aussi avec les dernières actualités, puisqu'on aime parler de ce qui va se passer, donc pour ce match de mercredi, une utilisation un petit peu trop tardive de Youssouf Hadji à mon goût, rentré à la 80e minute. Alors j'espère que c'était en tout cas pour le préserver en vue de ce match de l'AS Nancy-Lorraine qui reçoit Nice donc dimanche à 17h. Enfin, j'espère. Et aussi Ndia Sembe en forme. Tu me tacles chaque semaine ou tu me taxes chaque semaine de fervent supporter de Ndia Sembe, mais depuis le début de saison, en tout cas, il répond présent. C'est clair que depuis le début de la saison, je pense que les peu de points que Nancy a au compteur, il les doit en grande partie à Ndia Sembe, encore sur le match d'hier.
Par contre, je te rejoins pas trop sur l'utilisation d'Adji. Je me suis dit samedi à Marcel Picot qu'il faudrait peut-être revenir à un rôle de joker de luxe pour Adji. Non, il est très important. Il garde énormément le ballon, il obtient plein de fautes, ce qui permet à la défense de monter et de pouvoir souffler. Non, je pense que Adji, franchement, il est très important. Et je pense qu'il était un petit peu préservé. Est-ce que tu as un avis, toi, particulier, Olivier, sur Youssouf Hadji, ce qu'il peut apporter à l'AS Nancy-Lorraine? Oui, on peut. Ouais, moi, en tout cas, je le mettrais, comme tu l'as dit, parce que c'est le seul, je pense, qui peut garder les ballons, qui peut jouer de haut but. Il peut marquer. Alors, on n'a pas 50 000 façons de marquer, je pense, à Nancy. Si lui, tu ne le mets pas, il reste très peu de possibilités. Alors, est-ce qu'il tiendra un match entier? J'en sais rien. Oui. Mais il lui faut du soutien. Il faut un peu plus de soutien. Il est trop seul. C'est un avant-centre. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, si tu enlèves un Hadji, qui va marquer, quoi. Mais voilà. Tu as vraiment l'impression que c'est un choix par défaut. Justement, on n'a personne d'autre. Ce fameux attaquant qu'on recherche chaque saison, qu'on n'a pas, oui, bien sûr. Oui, non, mais. Et au bout d'un moment, il n'est pas éternel. Il va falloir se pencher sur la question, c'est sûr. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est le joueur qu'il faut faire jouer. Alors moi, je place tous mes espoirs en Issiardia parce que de toute façon, c'est le. Mais voilà, Hakim me fait des mimes. Non, mais pour donner un petit peu d'impact, samedi. Il va en donner de l'impact, ça c'est sûr. Tu peux pas compter sur ni Robic, ton favori, ni Puyol qui a été une catastrophe. Robic, pour apporter un petit peu d'impact. Du côté de l'AS Nancy-Lorraine, je suis assez sévère, mais je les soutiens toujours, mais je suis un peu pessimiste. C'est ce que nous a dit Anthony, je crois, sur notre page Facebook cette semaine, et plein d'autres. On était un petit peu sévère avec la SNL. En tout cas, on a l'impression d'être plutôt réaliste. Les autres scores de cette journée en semaine, Ingrid, juste pour clôturer ça et enfin passer à la présentation du match de l'AS Nancy-Lorraine. Oui, alors mardi, Toulouse s'était imposé à Lille, les Lillois qui réalisent un début de saison encore plus catastrophique que celle de Nancy. Donc Toulouse s'était imposé 2-1, Paris s'est imposé 3-0. Contre Dijon. Mercredi, donc on va y revenir aussi parce que c'est pas très rassurant, Nice s'est imposé 4-0 face à Monaco. Donc Metz, on a pris 3 contre Bordeaux. Arrête. On a compris. Oui. Est-ce que j'ai dit que Metz c'était Metz on a pris 3 contre Bordeaux. On l'a assez dit, vas-y. Guingamp s'est imposé encore 1-0 face à Lorient. Nantes et Saint-Etienne ont fait 0-0. Lyon s'est imposé 5-1 contre Montpellier. Bastia et Nancy donc 0-0. Angers s'est imposé 2-1 contre Caen. Et Rennes s'est imposé 3-2 face à Marseille. L'avant-match de l'ASNL. On passe cette fois à la présentation du match, le match qui nous intéresse, donc l'AS Nancy-Lorraine qui reçoit Nice dimanche à 17h à Pico. Ingrid d'ailleurs, tu y seras et j'espère bien que tu y seras d'ailleurs. Ah ben oui, puis j'espère bien que toi aussi tu y seras. Mais bien évidemment. Et Olivier, tu y seras? Il y a des chances. Alors, j'ai envie de voir des buts. N'en dis pas trop. J'espère, Olivier, que c'est dans le bon sens. Donc, on va d'abord présenter ces Niçois, leaders du championnat avec 14 points. Ils restent sur 6 matchs sans défaite en championnat parce qu'ils se sont inclinés contre Schalke 0-4-1-0. Mais voilà, des victoires, notamment la dernière qui est très marquante contre Monaco 4-0. Monaco qui est un prétendant au titre, qu'on ne le cache pas. Olivier, tu t'attends vraiment à un match difficile pour les Nancéens dès dimanche? Oui, très difficile. Je pense que sur le synthétique, Nice risque d'avoir beaucoup le ballon. Mais voilà, c'est sur des matchs comme ça où je pense que Nancy n'a rien à perdre. Il faut jouer son va-tout, il faut presser, il faut attaquer. Et moi, je vois bien un match nul 1 partout. Ce serait un exploit, mais dans les corps de Nancy, je pense. Alors, comment ne pas parler de lui? Forcément, il fait la une de tous les journaux, tous les médias. Mario Balotelli, 2 matchs, 4 buts en championnat. On a l'impression, on se demande ce qu'il fait là. Est-ce que pour toi, Olivier ou Ingrid, est-ce que pour vous, il peut suivre le chemin qu'a parcouru Hatem Ben Arfa et se relancer totalement dans cette équipe de Nice? Alors, se relancer, je sais pas, j'ai un petit peu peur que ça soit là. Là, pour l'instant, il est dans une espèce d'euphorie. Alors, il faudra voir la suite. Mais en tout cas, ça fait partie. C'est une des attractions du championnat. On est content que Nancy soit en Ligue 1. Enfin, c'est ce genre de joueur qu'on est content d'aller voir à Marseille Picot. Bien évidemment. Alors, j'espère qu'il fera le déplacement, qu'il n'y aura pas de pépin d'ici là, que cet après-midi à l'entraînement, il ne s'est pas blessé. Mais bien évidemment que c'est le genre de joueur qui fait venir aussi. Alors, moi, je suis pas fan du joueur parce que tu sais très bien que je m'attache autant à la personnalité qu'au talent du joueur. Donc, ça fait partie de ces joueurs que j'aime pas beaucoup. Mais tu le connais pas, Ingrid. Mais que je serais content. Mais non, je ne le connais évidemment pas personnellement, mais par ses phrases que c'est le genre de joueur que je n'aime a priori pas. J'échange Balotelli contre un Robic, moi, facilement. Mais ouais, si on parle que du côté footballistique, je l'échange aussi. Pour venir sur le côté nancéen, Olivier, Ingrid, nous sommes sur 2 matchs nuls. Celui obtenu mercredi, donc, me semble très important à bonifier dès dimanche. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, mais je le sens bien. Donc, c'est nul qui nous font sortir de la zone rouge, néanmoins, Ingrid.
Oui, effectivement. Donc on reste, je me trompe, sur une victoire à Lorient et 2 nuls. Donc c'est quand même, ils se sont attachés aussi à rappeler que 6 points, 4 points sur 6, on nous rappelait après le match nul à Pico, 3 matchs sans perdre. Donc je pense que eux, comme nous, on prend les points positifs là où on peut les trouver. Donc je veux croire aussi, parce que si moi j'y crois pas, plus personne n'y croit, je veux croire aussi à l'exploit contre Nice dimanche. Je t'avoue que j'ai quand même peine à y croire pour avoir vu jouer les Niçois, pour avoir vu jouer les Monégasques. Enfin, je me dis que pour en passer 4 à Monaco, voilà, ils sont quand même très solides. Olivier, c'est aussi important de voir Guy Rolland garder ses cages inviolées depuis 2 sorties maintenant. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que ça montre un côté aussi rassurant de la défense nancéenne ou est-ce que c'est ce jeu à 5? Non, c'est vrai que c'est rassurant. Moi, Guy Rolland, Indy SMB, c'est vrai, de temps en temps, nous fait peur. Mais en termes d'efficacité pure, comme tu l'as dit, Ingrid, il ramène des points. Il a fait des arrêts, moi, que j'ai sur le match de Lorient, qui m'ont impressionné. Et pour moi, les 3 points, ils sont pour lui. Et après, cette défense à 5, est-ce que Pablo Correa va la réutiliser à domicile contre Nice? Je ne sais pas si vous avez des infos, mais... Il semblerait qu'à domicile, il adopte une autre stratégie maintenant. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Je pense que, justement, quand je te disais les cages inviolées depuis 2 sorties, c'était vraiment à l'extérieur. Ouais. C'était important de garder les cages inviolées à l'extérieur, donc à Lorient et à Bastia. Maintenant, je pense que chez nous, il va essayer quand même, néanmoins, de faire le jeu sur son terrain parce qu'on rappelle que 3 matchs à domicile, 3 matchs sans victoire à domicile pour l'AS Nancy-Lorraine, Ingrid. Oui, et puis voilà, ce qui n'est pas rassurant d'après moi, c'est qu'on parle que l'homme de l'AS Nancy-Lorraine pour l'instant, c'est Guy Rolland Indy SMB. Oui, c'est quand même pas très positif tout ça. Oui. Même si il faut vraiment saluer encore le dernier match à domicile contre Nantes. Là aussi, il fait des arrêts extraordinaires. Le point du match nul, je crois qu'on peut lui dédier tout entier comme les points de Lorient, effectivement. Est-ce qu'on peut faire un petit point, Ingrid, avec toi? Non, j'avais une petite interrogation sur les Niçois. Qu'est-ce qu'il en est de... je fais un petit peu comme chez moi. Qu'est-ce qu'il en est de Loussamba, Walter? Est-ce qu'ils seront de la partie? Walter, il est à Nice. Oui, je sais. Et Loussamba, alors j'ai vu que Loussamba était remplaçant Monaco, elle n'a pas joué. Walter n'était pas du tout dans le groupe. Je ne sais pas ce qui. Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs qui ont du mal à s'imposer dans leur nouvelle équipe respective. Moi, j'aimerais bien, ça serait symbolique d'aller voir. Ça serait symbolique, mais ça serait dommage de les voir en face de nous, sachant qu'en plus, ils ont très peu de temps de jeu. C'est des joueurs qu'on aurait pu gagner. Après, voilà, question tout ça, c'est un petit peu difficile. C'est un peu difficile de parler là-dessus. Maintenant, c'est vrai que des mecs comme Walter et tout, c'est le genre de jeunes aussi pour lesquels on aime bien se rendre au stade. Ingrid, est-ce qu'on peut faire un point avec toi sur le classement juste avant de retrouver les matchs qui ont lieu ce week-end et puis de passer au pronostic tout tranquillement? Alors, en tête du championnat, on retrouve Nice, les fameux, avec 14 points. Donc, ils devancent le PSG et Monaco d'1 point, 13 points. À la 4e place, on trouve les Bordelais qui ont battu Metz, rappelons-le, 3-0 mardi soir. Donc, 12 points, Bordeaux. À la 5e place, à égalité, on trouve Toulouse et Guingamp. À la 7e place, on trouve 3 clubs, Lyon, Rennes et Metz, nos amis messins. À la 10e, on trouve... Mes amis. À la 10e place, on trouve Saint-Etienne et Angers. À la 12e place, on retrouve Bastia avec 7 points. À la 13e place, Montpellier et Caen avec 6 points. À la 15e place, à égalité de points, on trouve Marseille, Nantes et Nancy avec 5 points. Et enfin, ferme la marche, Lille, Dijon avec 4 points et Lorient avec 3 points. L'avant-match de l'ASNL. Il y aura lieu donc à des matchs. Dès ce soir, Toulouse reçoit le Paris Saint-Germain. C'est le gros match, c'est l'affiche de ce vendredi soir. Lorient recevra Lyon dès demain à 17h. Les autres matchs auront lieu donc demain à 20h. Dijon recevra Rennes. Montpellier recevra le FC Metz d'Olivier. Olivier, est-ce que tu as un petit pronostic pour ces Messins qui se déplacent à Montpellier et qui viennent d'en prendre 5? Non, moi je les vois bien faire un match nul. Impeccable, c'est ce qu'on a parié justement avant de venir à l'antenne avec Ingrid. Tu vois, Olivier, tu connais un petit peu le football. Donc Bastia recevra Guingamp, Bordeaux recevra Caen et Monaco recevra Angers. Les autres matchs auront lieu donc dimanche à 15h. Saint-Etienne recevra Lille, Nancy recevra Nice donc, et le match du soir, Marseille recevra Nantes, un duel donc de mal classé. Avec des horaires assez insupportables, un Nancy-Nice à 17h, donc il va priver tous les footballeurs amateurs, tous les passionnés, un certain nombre de gamins de ce genre d'événement. Donc, c'est vrai, tout ça pour des droits télé, tout ça pour des questions de rediffusion. Bon, c'est le coup de gueule qui sert à rien, mais quand même. Cap Sport, les pronostics. Et on termine donc cette émission comme on aime le faire. On rappelle donc qu'Olivier, la Bible du football, lui qui nous a tant appris, est avec nous par téléphone. On va d'ailleurs commencer avec toi, Olivier. Est-ce que tu as un pronostic à nous donner pour cette affiche entre l'AS Nancy-Lorraine donc, et Nice? Alors moi, je vais
parier sur un match nul, un but partout. Sachant que je me dis que Nice peut peut-être venir un petit peu avec un excès de confiance. Je pense que c'est au Nancéen de prendre le match tout de suite par le bon bout et ça peut le faire. Donc pour toi, ça peut le faire alors. Avec quel buteur du côté nancéen? Parce qu'il faut que tu t'engages. Écoute, s'il fait jouer Hadji, ça sera Hadji. Après, si c'est pas lui, allez, Aïd Benasser. Non, il va le faire jouer. C'est mon chouchou. Je pense que tu l'aurais vu contre Nantes, tu aurais sans doute changé d'avis. J'ai pesté après lui tout le match. Il va jouer Hadji. Oui, s'il moi, l'a je laissé pense au repos à oui, Bastia, je pense que c'est. Je pense très qu'il bien il pour- fera ses 60 minutes. Ou alors il y a comme des ça. choses qu'on ne sait pas, je ne sais pas. Moi, je vais dire 1-0 pour Nancy. Et je Mais vais toi, dire. t'as pas demandé. Ah pardon, non mais parce que je sens que quelqu'un va me le voler autrement. Vas-y. Et donc 1-0 pour Nancy et puis je vais dire un but de Robic. Un but de rugby. Et toi, Hakim? Ah, je me le dis, est-ce que quelqu'un va quand même me demander le pronostic de la voix de la sagesse? Je vois la S Nancy-Lorraine, je ne sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment. S'imposer et comme l'a dit Olivier, sur un excès de confiance de Nice, 2-0 avec un but de Youssouf Hadji et un but d'Aït Benassia. On remercie donc Olivier d'avoir été avec nous pour cette partie AS Nancy-Lorraine. On remercie bien évidemment aussi Philippe Costet d'être venu nous parler de sa discipline, le triathlon qu'il enseigne et donc qu'il pratique à un très haut niveau. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur notre page YouTube ou également sur notre page Facebook CAP, plus loin, sport. Ingrid, on se retrouve dans 2 semaines puisque la semaine prochaine, donc, il n'y aura pas d'émission. Oui, avec grand plaisir, Hakim. Et tu n'oublieras pas de noter bien évidemment